Bien, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous, à ce rendez-vous un peu exceptionnel des Midi Minatech. Nous sommes contents de vous accueillir sur cette plateforme. Ce Midi Minatech est exceptionnel et il permet de marquer la fin du semestre qui a été un petit peu bouleversé par le déconfinement. Pour l'instant, la reprise en septembre est en réflexion. Donc, nous vous tiendrons informés de ce qui va se passer. Et pour ce Midi Minatech, nous avons choisi un sujet d'actualité qui apporte un éclairage dans le cadre des activités d'un centre de recherche sur ce que nous vivons. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques précisions sur le déroulement. Pendant la présentation, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure de son avancement. Posez vos questions par écrit. On peut voter pour faire ressortir les questions qui suscitent le plus d'intérêt. Et il n'y a pas de questions directes, donc c'est pendant la présentation que vous préparez ça. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Bévillard, Sébastien Guinard du service bibliométrie et études de marketing du CEA qui nous ont proposé de nous faire un éclairage sur quel avenir industriel post-confinement dans le contexte du Covid-19 et à partir d'une étude qu'ils ont faite pendant cette période. Éric, Sébastien, la parole est à vous. Merci Amal. Bonjour à tous. Donc oui, quel avenir industriel post-Covid et quelle technologie pour l'accompagner? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre. Vous voyez sur la présentation en bas à droite des briques de Lego. Ces briques de Lego sont un symbole. C'est le symbole d'une actualité très riche à laquelle on a été exposé ces dernières semaines, ces derniers mois. Une actualité dans laquelle on a vu beaucoup d'entreprises, beaucoup d'experts, beaucoup de personnes du gouvernement parler sur l'industrie et les technologies. Mais ils en ont parlé de manière très déconnectée les uns les autres. Et quelque part, avec Éric, on s'est dit qu'on allait essayer de prendre du recul par rapport à ça et de dégager une vision d'ensemble, un fil conducteur. Et c'est cette vision qu'on va partager avec vous. On la partage avec beaucoup d'humilité pour deux raisons. D'une part, c'est qu'il est possible qu'avec les mêmes actualités, vous ayez vous-même une vision différente de la nôtre. Et puis d'autre part, on a sélectionné aussi des faits d'actualité spécifiques. Et de fait, vous avez aussi peut-être des briques pour construire votre réflexion qui ne sont pas les mêmes que les nôtres au départ. Ceci étant, nos objectifs, puisqu'on en a deux aujourd'hui, c'est d'abord de vous présenter notre vision, mais surtout de susciter un débat, une discussion, un dialogue avec vous. Donc ça sera notre deuxième objectif, et on verra à travers les questions et les réponses qu'on apportera tout à l'heure si on a pu l'atteindre. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'industrie et à l'avenir industriel au sein du CEA? Tout simplement parce que c'est l'une des 8 missions que le gouvernement nous a fixées, des missions qui ont été rappelées dans un décret en 2016. On nous demande au CEA d'être en appui à la compétitivité de la France, donc à la compétitivité de l'industrie française, et d'y transférer les technologies que tous nos collègues chercheurs et ingénieurs développent. Parler du monde d'après et se projeter dans ce monde industriel post-Covid, c'est s'interroger sur le pas que l'on doit faire, l'écart qu'il y a avec le monde d'avant. Autrement dit, rien ne sert d'imaginer le futur si on n'a pas de bons repères sur ce que c'était que le monde d'avant. Et on va commencer notre exposé par ces éléments-là. Le monde d'hier. Permettez-moi de rappeler 3 ou 4 repères sur ce monde d'hier. Le premier, c'est que le processus de mondialisation semblait s'être stabilisé à un niveau très élevé depuis maintenant une décennie. Vous avez 2 graphiques pour l'illustrer. Le graphique de gauche, il montre les biens échangeables. Comment est-ce que ces biens échangeables évoluent? Quelle est la croissance du commerce de ces biens échangeables dans le monde? Alors, parmi les courbes de couleurs que vous voyez, il faut s'attacher à la courbe noire, qui est la courbe la plus plate, la plus fine. Ça, c'est la courbe au niveau mondial et on voit que depuis 10 ans, il y a un véritable plateau. À droite, sur ce même transparent, vous avez une courbe qui présente les investissements des multinationales à l'étranger.
Et on voit que depuis 2008, ces investissements sont à un niveau très élevé, mais ils sont également à un plateau. Une image pour vous traduire ce que ça peut signifier, c'est de vous dire que les multinationales, elles mettent de l'essence dans le réservoir, mais elles construisent plus de nouveaux véhicules. Donc, autrement dit, elles ont placé leurs pions, elles ont placé leurs chaînes industrielles à l'étranger et continuent à les alimenter, mais elles font pas d'efforts supplémentaires. Il n'y a plus de croissance. Donc, la mondialisation, elle est très intense. Elle était très intense depuis 10 ans, mais d'une certaine manière, elle n'était pas en croissance. Ça, c'est un premier repère qu'on voulait partager. Un deuxième repère, c'est aussi de tordre le cou à une idée reçue. Tous les secteurs industriels n'étaient pas mondialisés. Je vous ai mis 2 exemples, il y en a d'autres. Un premier exemple sur les équipements électriques. On a tous fait l'expérience, quand on va à l'étranger, d'être bête quand on veut brancher son chargeur de PC sur la prise électrique de l'hôtel. On a besoin pour ça d'un adaptateur. Et Tricoire, qui est le PDG de cette énorme entreprise qui est Schneider Electric, rappelait à Davos il y a moins de 2 ans que oui, son entreprise est une entreprise mondiale, mais que les marchés qu'il sert sont locaux. On peut faire exactement la même analyse sur le marché des dispositifs médicaux. La culture d'un pays diffère. Les systèmes de remboursement diffèrent. L'histoire diffère. Ça fait que les marchés des dispositifs médicaux sont également des marchés très locaux. Alors, à côté de ces marchés qui ne sont pas des marchés, qui ne sont pas des industries mondialisées, il y a des industries mondialisées. Quelles sont-elles ? Une bonne manière de les voir, c'est pas de les voir isolément, mais c'est de les voir dans des ensembles. Et McKinsey, qui est un grand cabinet de conseil en stratégie, propose de les voir de la manière suivante. Laissez-moi vous décrypter le graphique. Il signale qu'en fait, tous les autres secteurs industriels obéissent et appartiennent à 3 familles. La première famille, ce sont les industries où on va produire des biens spécifiques, en petites séries. La deuxième famille, on l'appelle customisation de masse. Ce sont des biens qui peuvent être produits en grande série, mais où les biens peuvent différer les uns des autres. Un bon exemple, c'est l'automobile. Les véhicules, les Peugeot 5008 sont produits à des dizaines de milliers d'exemplaires. Par contre, chaque 5008 est un peu différente de celle de votre voisin, parce que vous n'avez pas choisi les mêmes options. Et ça a des conséquences sur les chaînes industrielles. Et le dernier exemple, c'est toutes les industries où il y a une sorte de photocopie. C'est l'industrie du textile, de la mode, mais ce sont aussi des industries à très haute technologie, comme par exemple l'électronique en public, les smartphones. Alors quand bien même il y a ces 3 familles et que ces 3 familles n'ont rien à voir d'un point de vue tactique, investissement, processus industriel, il y a un point commun. Et ce point commun, c'est probablement quelque chose de tout à fait singulier et attaché à la mondialisation. Tout converge avec réussite à la recherche d'un optimum économique, au sens du prix le plus bas. Pour le dire autrement, qu'on soit un particulier ou qu'on soit une entreprise, on peut tout acheter aujourd'hui pour une poignée de cacahuètes. Et je vais vous faire la démonstration. Hier, sur Google, je pouvais acheter un petit paquet de cacahuètes de 250 grammes. Si je l'achetais, le prix de la cacahuète était à 11,40 € le kilo. Alors, on va regarder ce que ça donne dans chacune des industries que j'ai évoquées précédemment. Si on veut acheter un iPhone, eh ben, il va falloir qu'on paye un prix avec un équivalent de poids de cacahuète, 43 kilos. Et Apple nous indique que son iPhone est utilisé un peu plus de 4 ans. Autrement dit, pour le prix de 10 kilos de cacahuètes par an, je peux utiliser un iPhone. Je peux posséder un iPhone. Je peux posséder un bien qui embarque tellement de technologie qu'il y a plus de puissance de calcul dans mon iPhone aujourd'hui que de puissance de calcul dont disposaient les ingénieurs de la NASA quand ils envoyaient les hommes sur la Lune. Maintenant, je vais acheter un produit de consommation de mass customization. Je vais acheter une voiture. Je vais acheter une Dacia Logan. Une Dacia Logan, il faut que je débourse 714 kilos de cacahuètes en équivalent pour l'acheter. Le secteur automobile français nous signale qu'en France, un véhicule est utilisé un peu moins de 10 ans. Donc vous voyez que pour 76 kilos, je peux acquérir un concentré, un monstre d'acier, de plastique, d'électronique, avec un moteur thermique qui est optimisé depuis des dizaines et des dizaines d'années, et avec lequel je peux traverser l'Europe. Pour rien du tout, je peux acquérir ça. Incroyable.
Alors, la dernière catégorie, elle est peut-être un peu plus intuitivement challengeante, hein, parce que est-ce qu'on va pouvoir acquérir une fusée ou un avion pour une poignée de cacahuètes? On va voir que oui. Je vous propose qu'on achète ensemble un Airbus. On va acheter un moyen courrier, un A319. Et on va l'acheter au prix où EasyJet l'a acheté à Airbus au début des années 2010. On va l'acheter 20 millions de dollars. Alors, 20 millions de dollars, c'est 1754 tonnes de cacahuètes. Là, ça fait beaucoup. Mais ramener ce poids au nombre de cycles d'atterrissage-décollage que l'avion va pouvoir faire quand il est exploité par EasyJet. EasyJet exploite ces avions pour leur faire 70 000 atterrissages-décollages. Et on va transporter 124 passagers à chaque fois avec. Et quand vous divisez ce tonnage par le nombre de cycles et le nombre de passagers, vous vous apercevez qu'en fait, chaque fois que EasyJet embarque un passager dans un avion qui est aussi un concentré incroyable de technologie, il va payer à Airbus seulement 200 grammes de cacahuètes. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable dans la mondialisation. C'est un succès remarquable. Elle a permis d'écraser tous les prix. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que là, je vous ai parlé du prix de vente et pas du coût de production. Il y a bien évidemment toutes les marges de tous les intermédiaires qui interviennent autour de ça. Le coût de production, il n'est pas faux, d'une certaine manière, de dire qu'aujourd'hui, ou plutôt avant, dans un monde hyper mondialisé, fabriquer quelque chose ne coûte plus rien. J'ai pas retrouvé la citation exacte, je l'avais vue dite par un des patrons, un des dirigeants de Nike, il y a un peu plus de 10 ans, dans une revue économique, et il disait, ça s'applique pour mon industrie, vous en avez peut-être l'intuition, mais ça s'applique partout ailleurs. Et en disant ça il y a 10 ans, il était déjà assez visionnaire. Ça, c'était le monde d'avant. On va voir ce que la crise a apporté, comment est-ce qu'elle peut brouiller des repères. Et on a mis avec Eric cette image du triangle des Bermudes, parce que la crise va changer des repères qu'on avait précédemment, mais elle va en conserver d'autres. Donc ça, c'est assez difficile intellectuellement de s'y retrouver. C'est peut-être plus facile de savoir que rien ne change, ou que tout change, mais quand on est dans un entre-deux, on y voit moins clair. Donc on va d'abord regarder qu'est-ce que la crise a changé. Une des premières choses, c'est qu'on a pu voir la chute de certaines icônes qui étaient mises en avant comme étant la réussite du moment. Vous avez ainsi Airbnb qui a dû licencier 70% de son personnel, non, un quart de son effectif et une chute de 70% de son chiffre d'affaires. Vous avez la startup OneWeb qui avait comme mission de lancer une constellation de 650 satellites pour connecter le monde entier, qui s'est déclaré en faillite parce que le groupe japonais SoftBank, à cause de la crise, n'a pas maintenu l'argent qu'ils avaient promis. Et vous avez le grand symbole Uber. On parlait sans arrêt d'ubérisation et Uber a dû licencier 14% de ses salariés. Donc voilà, une chute des icônes du monde qui devait être le monde d'après. On a pu aussi voir la chute de secteurs qui étaient considérés comme fortement enviables. Vous aviez Airbus qui avait un carnet de commandes qui débordait pour plus de 8 ans de production et on disait que c'était vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'on voit pendant la crise? Le patron d'Airbus qui dit la survie d'Airbus est en jeu et c'était à prendre très très au sérieux. Vous aviez aussi les chantiers de l'Atlantique. Ils avaient tellement de commandes que la question était de savoir comment ils allaient réussir à produire tous les bateaux. Qu'est-ce qu'on voit avec la crise du Covid? Le tourisme chutant, on se pose la question, est-ce qu'il ne va pas y avoir des annulations de commandes? Et les chantiers navals européens craignent d'y passer. Donc voilà, des gros blockbusters qui sont pas loin de l'effondrement. Ensuite, la crise, on a trouvé qu'il posait la question du concept de la Startup Nation. C'est peut-être un peu provocateur de notre part, mais on trouve que ça mérite d'être soulevé. Si on regarde qui a tenu la baraque face à la crise sanitaire, vous aviez les grands groupes, Air Liquide, PSA, Valeo, Schneider, vous avez tous vu ces annonces qui se sont mis ensemble pour créer en urgence 10 000 respirateurs en France. Vous aviez d'autres regroupements en Angleterre qui ont permis de faire la même chose. Et vous aviez les grands acteurs du luxe et des produits de beauté français, LVMH, Dior, qui ont mis leur système de production, finalement, pour le bien commun. Côté start-up,
si on regarde des déclarations qu'il y a pu avoir, Israël, qui est la Startup Nation en puissance, 65% des startups pourraient sombrer suite à la crise du Covid. Et même une déclaration qui maintenant sonne très différemment, la Startup Nation semble terriblement démodée et vieux monde, alors que ça devait être le monde d'après. Mais la crise n'a pas tout changé. Pendant la crise, on veut dire. Si on regarde le secteur automobile, les déclarations qu'on pouvait avoir avant la crise, c'était en gros, les politiques nous embêtent pour qu'on fasse des voitures moins polluantes. Vous avez même le patron de BMW qui disait, qui déclarait finalement les voitures électriques, personne n'en veut à part les politiques. Et suite à la crise et au renflouement des industriels, plus personne ne désobéit, entre guillemets, et tout le monde est d'accord pour qu'on bascule sur un mode véhicule électrique ou hybride. Autre chose qui n'a pas changé pendant la crise, c'est la guerre économique entre les États-Unis et la Chine avec Huawei, où Donald Trump a vraiment forcé le ton de deux façons différentes. La première en interdisant au réseau US de se fournir en équipement Huawei. Google qui a même suspendu ses relations commerciales. Et ensuite, il a passé la seconde en agissant non plus seulement sur les industriels américains, mais aussi sur des industriels en dehors des États-Unis, avec en mettant des bâtons dans les roues de TSMC, qui va avoir des difficultés à fournir Huawei en équipement de microélectronique. Un autre secteur qui n'a pas du tout changé, c'est la cybersécurité. On aurait pu imaginer une trêve, et ben pas du tout. La crise a même intensifié les attaques cyber. Vous avez eu une hausse de 400% des attaques cyber dans le maritime. La Chine qui a espionné un centre de recherche qui travaillait sur un vaccin pour le Covid. Vous avez les États-Unis qui ont vu une attaque des rançons logiciels qui ont augmenté de 25%. Et même en Angleterre, Ericsson, qui est un gestionnaire du réseau électrique, donc quelqu'un de très important pour la gestion de l'électricité, qui a eu des cyberattaques. Alors seulement sur les ordinateurs du personnel, mais ça a réveillé encore la peur qu'une cyberattaque puisse vraiment attaquer le système électrique. Imaginez si pendant la crise, le système électrique était tombé. Et bien sûr, on a tous télétravaillé, plus ou moins, et ça démultiplie les opportunités pour des attaques cyber. Donc ça, on vous a présenté le monde d'avant, le monde pendant la crise, et on peut se poser maintenant quel est l'avenir industriel suite à la crise du Covid. Qu'est-ce que nous a montré la crise? C'est que finalement, il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre un optimum économique et un optimum social. Avant la crise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un coût d'un produit, il y a un coût industriel qui est porté par l'industriel, mais il y a aussi un coût social qui est rarement porté par l'industriel. Et là, on a vu avec la crise du Covid que le coût social pouvait être très important. Donc, il y a des questions de souveraineté, de sécurité, d'écologie qui sont apparues comme étant aussi importants. Donc, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est qui va faire que le coût social va changer? Merci. Donc voilà, quels sont les prochains équilibres? On avait eu dans le monde d'avant l'équilibre et l'optimum économique écraser tout. Est-ce que le monde d'après, l'optimum social que vient d'introduire Eric, va tout écraser? Est-ce qu'il va y avoir un équilibre entre les deux? Est-ce que cet équilibre il sera le même d'une industrie à une autre? On va envisager toutes ces choses-là. Alors, il n'y a pas de réponse évidente sur la nature des prochains équilibres. Pour l'illustrer, on va prendre deux exemples. Le cas d'une entreprise particulière, Sanofi Pasteur, qui a été évidemment sous le feu des projecteurs, et on va prendre l'actualité d'un secteur, le secteur automobile. On pourrait penser que l'optimum économique va continuer à prévaloir. On pourrait le penser quand on voit ça dans la presse. Vous l'avez vu certainement que le directeur général de Sanofi Pasteur a dit qu'il allait fournir de manière privilégiée le gouvernement américain en doses de vaccin si jamais son entreprise réussissait à trouver un vaccin. Alors, il ne le dit pas parce que c'est un sale type, il le dit parce que c'est le patron d'une entreprise et que son entreprise, elle est formatée autour de cet optimum économique.
Il le dit parce que le gouvernement américain a massivement subventionné Sanofi Pasteur sur un de ses programmes de recherche. Et il le dit parce qu'il y a une clause juridique qui a été signée entre le gouvernement américain et Sanofi Pasteur. Il n'est que dans son rôle d'entreprise. Donc quand on voit ça en plein cœur de la crise, on peut douter qu'il va y avoir autre chose que la logique d'optimisation économique qui sera à l'avenir présente. On a vu également des analystes très bons du Boston Consulting Group sur le secteur automobile qui nous signalaient que oui, l'industrie asiatique automobile est tombée la première, parce que c'est là qu'il y a eu le virus qui a démarré, mais l'avantage quand on tombe le premier, c'est qu'on se relève potentiellement le premier, et ils nous ont dit l'industrie asiatique automobile se relève. On le voit. Et nous ont dit on voit autre chose aussi. On voit qu'ils ont un couteau entre les dents, et qu'il y a un risque qui vienne en Europe, et qu'il y ait une déferlante asiatique en Europe sur le secteur automobile. Je ne m'étends pas dessus, on peut y revenir dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Donc quand on voit ça, on se dit non, l'optimum économique, ça va rester quelque chose de prépondérant. Ceci étant, on a vu d'autres signaux qui nous font penser que l'optimum social, comme on l'a appelé, pourrait aussi être important. Dès le lendemain de l'annonce du directeur général de Sanofi Pasteur, Emmanuel Macron a convoqué le président du conseil d'administration du groupe Sanofi, de la maison mère. Je rappelle que le président du conseil d'administration, il est au-dessus du DG. Et il lui a fait une bonne fessée et il lui a rappelé que l'État français donnait littéralement 150 millions d'euros de crédit d'impôt recherche à Sanofi chaque année. 150 millions d'euros donnés, ça représente 3,3% de l'immense budget R&D du groupe Sanofi. C'est pas rien. On a vu également que l'État n'hésitait pas à prendre pied dans les affaires industrielles, notamment auprès de Renault. L'État a apporté sa caution à un prêt très important de 5 milliards d'euros obtenu par Renault, mais en lui faisant une clé de bras et en lui disant mon coco, tu vas t'allier avec ton meilleur ennemi, PSA, et tu vas rejoindre PSA et Total dans un très grand projet sur lequel le CA est très attentif, de constitution d'une filière de production de batteries pour les véhicules électriques et hybrides à l'avenir, en Europe et en France. Donc on voit aussi d'autres signaux qui nous montrent que l'État ou le côté social peut avoir un rôle très important, impactant, dans le monde des entreprises et des filières industrielles. Conclusion de ces slides, on ne sait pas où est-ce que ça va pencher, le balancier, donc il faut qu'on explore les deux possibilités. Imaginons que le monde tourne comme avant, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir une recherche d'optimum économique. Quelles sont les technologies pour la rechercher, cet optimum économique? Et bien là, il n'y a pas de nouveauté, c'est toutes celles sur lesquelles on travaillait déjà par le passé. Donc tous nos programmes de R&D, toutes les technologies qu'on imaginait arriver dans 5 ans, 10 ans, elles pourraient continuer à arriver, elles ne sont pas remises en cause. Il n'y a pas de raison de les remettre en cause. Un point important pour les industries, tout ce qu'on a vu dans le monde civil avec la création des grandes plateformes digitales, c'est en train d'arriver massivement dans les industries. On pourra en parler dans les questions-réponses. Eric connaît très bien le sujet. Ceci étant, on peut imaginer que le monde va tourner différemment. Alors, s'il tourne différemment, il faut être réaliste, il ne va pas tourner de manière radicalement différente. Autrement dit, rêvons, oui, mais rêvons petit. Parce que d'un point de vue industriel, tout n'est pas relocalisable. On ne peut pas relocaliser toutes les productions, tout le monde s'accorde à le dire. Il faut bien comprendre également qu'on ne peut pas raisonner à l'échelle d'une industrie. On ne relocalisera pas toute l'industrie automobile en Europe et en France. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas raisonner à l'échelle d'un acteur. On ne relocalisera pas en France ou en Europe toutes les usines de Renault. Tout au plus, nous disent les experts, on peut imaginer raisonner par produit. On ne relocalisera pas en France ou en Europe la production de petites voitures citadines. Par contre, on peut peut-être relocaliser en France ou garder en France la production de véhicules utilitaires ou de plus gros gabarits. Donc il faut être réaliste sur la relocalisation. Pareil pour la souveraineté. Alors la souveraineté, tout le monde est d'accord pour être souverain, mais personne n'est d'accord sur la définition de ce que c'est que d'être souverain. Est-ce qu'on est souverain quand on maîtrise tout seul ou est-ce qu'on est souverain quand on maîtrise une alliance, y compris potentiellement avec des étrangers, y compris potentiellement avec des étrangers en dehors d'Europe? Personne en France, dans la classe politique, n'est d'accord sur la définition. Donc imaginez, on va d'abord se mettre d'accord en France et après imaginez la difficulté de se mettre d'accord à un niveau européen. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, il faut être pragmatique et lucide, on ne peut pas être souverain partout.
Les chaînes de conception de composants microélectroniques très avancées et d'une certaine catégorie, elles sont plus en Europe, elles sont parties en Asie. Est-ce qu'on peut imaginer rapatrier? Difficilement, me disaient encore des experts du CEA hier. C'est pas impossible, mais ça se fera au prix d'un effort colossal. Et si on fait un effort colossal là-dedans, on pourra peut-être pas le faire ailleurs. Donc il y aura des arbitrages à faire. Est-ce qu'il faut mieux refaire des circuits électroniques très performants en Europe, ou est-ce qu'il faut mieux faire en sorte que l'armée française ait un fusil d'assaut qui soit produit en France et en Europe? C'est une question, on pourra peut-être pas faire les deux. Et puis sur la partie écologique et environnementale, j'ai pas trouvé de citation, mais je voulais juste rappeler que Greta, elle n'est pas présidente, hein, contrairement à Obama qui est le président du gaz de schiste et du pétrole de schiste, à Trump et à Jinping qui sont aujourd'hui aux affaires. Donc si le monde tourne différemment, on va d'une manière ou d'une autre casser l'optimum économique. Et là, il n'y a pas de mystère, si on casse un optimum économique, il va y avoir un surcoût de production, donc un prix à payer plus cher. Là aussi, pas d'arnaque, il n'y a pas 36 solutions. Soit on accepte de payer ce surcoût, soit on trouve des moyens d'absorber ce surcoût. Parmi ces moyens, les technologies peuvent être une solution, il y en a d'autres, des stratégies organisationnelles, des stratégies autour des usages, mais nous on regarde plus la partie technologique. Alors, des technologies permettront-elles d'absorber le surcoût? Et si oui, lesquelles? Eh bien, s'il y en a, c'est certainement pas celles qu'on connaît. C'est certainement pas celles sur lesquelles on travaille et on pensait travailler pendant les 5 ans ou 10 ans à venir. Ça, c'est une réponse intuitive qu'on vous livre avec Eric. Personne ne l'a dit, on n'a pas un grand donneur d'ordre ou un grand patron industriel qui l'a dit. Mais on vous propose de réfléchir autour de la question suivante. Quel industriel, quel gouvernement, quel citoyen ne se serait pas déjà emparé de technologies qui permettraient de remettre de la souveraineté en France et en Europe, de remettre des usines relocalisées en France et en Europe, et d'avoir un meilleur impact sur le climat? Bien évidemment, c'est une question de bon sens. Si ces technologies existaient auparavant, on se serait tous empressés de les mettre en œuvre. Et on aurait des plans massifs gouvernementaux d'entreprises pour les développer. Est-ce qu'il y en aura des nouvelles? Eh bien, on n'a pas vu avec Eric dans la presse aujourd'hui de gens qui ont un point de vue argumenté sur cette question-là. On n'a pas vu de gens qui ont de réponses argumentées et partagées. Donc elle existe peut-être, mais elle ne nous est pas accessible. Donc quelque part, on ne peut pas conclure là-dessus. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de se dire si d'un point de vue général, on ne peut pas conclure, est-ce que par l'étude d'un secteur industriel en particulier, on va pouvoir conclure? Et c'est l'objet de la dernière partie, et Eric va vous parler de l'énergie. On va vous parler de l'énergie parce qu'on peut dire quand même que le CEA est légitime pour parler de l'énergie. Donc on va faire la même démarche. On va d'abord regarder le monde d'avant, le monde pendant la crise et le monde d'après. Un petit rappel pour vraiment tordre une idée reçue, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Dans le monde d'avant, les énergies se sont empilées tel un millefeuille et donc les énergies non renouvelables, par exemple, n'ont pas remplacé d'autres énergies d'un point de vue systémique. Dans le monde d'avant, sur l'électricité, le solaire et le gaz sont les nouvelles capacités les plus installées pour produire de l'électricité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça préfigure le paysage de demain. Donc, le paysage de demain serait plus de solaire, plus de gaz, plus d'éolien. Alors, pourquoi plus de gaz? Il faut bien un système pour pallier à l'intermittence du solaire et de l'éolien. Pendant la crise, qu'est-ce qu'on a vu? Sur le secteur pétrolier, une production qui s'écroule. Alors pourquoi? Parce que la demande était bien inférieure. Les stocks, eux, ont commencé à flamber. Le prix s'est écroulé. Donc la conséquence, c'est qu'on a mis à l'arrêt de nombreuses foreuses, par exemple aux États-Unis, où le nombre de foreuses en activité s'est totalement écroulé. Pendant la crise sur le système électrique européen, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais on est arrivé à un modèle qui était complètement aberrant. On a pu voir, par exemple, pendant tout un week-end du 23 mai au 24 mai, tous les prix européens étaient négatifs. Je vous laisse réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire un système économique qui peut tourner qu'avec des prix négatifs. Donc, nous avons assisté à une baisse de la consommation, à une période très ensoleillée au mois d'avril et au mois de mai, et une forte production éolienne en Europe. La conséquence, c'est que les prix se sont écroulés. Et les prix ont baissé en dessous de 42 € du mégawattheure. Alors pourquoi c'est important pour le système français?
c'est qu'il y a un accord qui s'appelle l'accord ARENH. Alors, je vais essayer de l'expliquer de façon très brève. En gros, l'accord ARENH, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le nucléaire français qui a été payé avec nos deniers de nous citoyens profite à EDF, et c'est pas normal que ça ne profite que à EDF, et donc il faut qu'il profite aux autres. Et donc le prix de 42 € a été fixé pour que EDF revende à ses concurrents, genre Total et autres. Tout le monde était content, surtout les concurrents d'EDF, et là pendant la crise, le prix a chuté en dessous de 42 €. Donc la Total et compagnie n'ont pas été heureux de la situation et ont voulu dénoncer le contrat, et ils ont réussi à le faire. Pendant la crise, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Un peu que tout le monde déclarait être résilient. Alors, si on regarde la production éolienne en France, vous avez, pour un système, il y en a 16 gigawatts d'installés en France. La production est allée de 124 mégawatts à 12 gigawatts. Donc, vous voyez le côté très alternatif, mais on pouvait dire qu'ils étaient un peu résilients car ça nécessitait peu de maintenance, peu de personnel. Et c'était un des arguments avancés pour dire que c'était résilient. Côté nucléaire, vous pouvez voir donc sur le parti jaune, c'était la production nucléaire, la partie bleue, la production de l'hydraulique. Et les petites bosses en orange, c'est le solaire la journée et pas la nuit, et l'éolien qui produit que de temps en temps. Donc on peut voir qu'on avait un besoin, même avec peu de demandes, de beaucoup de nucléaire et d'hydraulique. Le problème, c'est que les maintenances du système nucléaire a été interrompues ou décalées, et donc on risque d'avoir un effet un problème au courant de cet hiver avec moins de centrales nucléaires disponibles. Donc c'est là où on a pu attaquer le nucléaire en disant que ce n'était pas résilient dans ce sens-là. Alors le monde d'après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va vivre un paquet d'années avec les énergies fossiles. Là, je vous ai mis une courbe d'âge du gaz, du pétrole et du charbon. Et donc, les centrales qui ont été sorties de terre ces dernières années, on ne va pas les fermer demain. Elles vont être avec nous pendant encore un sacré bout de temps. Et, petite ironie de l'histoire, l'Allemagne qui sort un monstre, une nouvelle centrale à charbon pendant la crise du Covid, d'une puissance de 1100 mégawatts. Et petite anecdote aussi amusante, cette centrale avait plus de 10 ans de retard, donc à comparer avec les retards de l'EPR de Flamanville. Le monde d'après, est-ce que ça va être un monde sans pétrole? Pas vraiment, parce que l'économie aujourd'hui dépend fortement du pétrole. On vous a mis en petit rappel, regardons qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008-2009. Effectivement, la production a chuté fortement, mais on est reparti de plus belle. Et donc, les estimations d'un cabinet qui dit qu'il va y avoir un retour à la normale d'ici fin décembre 2021. Mais une chose est sûre, c'est que la reprise va être lente. L'impact sur le secteur pétrolier va durer. Les investissements prévus dans le schiste, dans le sable bitumineux et même dans les forages extra-côtiers va fortement baissé, jusqu'à 48%. Et donc, le patron de BP qui dit que l'impact va être sur une période assez longue. Et la grande entreprise française CGG qui déclare que les récentes annonces de nos clients indiquent une réduction de leur investissement de l'ordre de 25 à 30% en 2020. Donc et sur le système électrique, regardons, la transition électrique est en fait gravée dans le marbre. Il y a la PPE qui est sortie courant avril, qui montre une progression des ENR, une baisse du nucléaire, une démultiplication de l'éolien terrestre, alors que Macron avait déclaré un peu l'inverse en janvier. Alors, y a-t-il une prise de conscience que la souveraineté électrique passe par le nucléaire? Ça, on ne sait pas. En tout cas, la PPE indique l'avenir. On voit qu'il y a des énormes investissements qui ont été annoncés. Du côté de Berlin, 9 milliards pour l'hydrogène, à comparer avec les 100 millions de l'État français en 2018. Et vous avez des gros programmes de centrales solaires qui ont été annoncés, une en Allemagne, une en France. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que ces investissements étaient déjà dans les cartons. Alors, quoi de nouveau? Eh ben, en fait, rien. Rien, mais c'est pas si négatif que ça. Ça confirme que les choix technologiques du CEA entrepris depuis plusieurs années
ils ne sont pas remis en cause. C'est-à-dire plus de solaire, plus d'hydrogène, plus de batteries et sûrement plus de biomasse. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai le micro? Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Sébastien. Eh bien, maintenant, on va essayer de passer aux questions. Alors, ça va être un exercice un petit peu particulier pour moi, puisque c'est pas en live. Il va falloir que j'ai l'accès aux questions, s'il vous plaît. OK. Alors, sont-elles dans l'ordre? Bien. J'ai une première question. Le problème sous-jacent n'est-il pas de revoir ce dogme de croissance continue? De Philippe Laporte. Je te laisse répondre. Merci pour la question qui est autant une question qu'une remarque. Je pense qu'on n'est pas qualifié avec Eric pour répondre à ça. Ce qui est certain, c'est que oui, enfin, ça relève plus des opinions personnelles et des choix politiques. Ça me semble pas être la très bonne tribune pour y répondre, mais en tout cas, c'est une question qui est très importante. Tout ce que dit Eric, c'est vrai que ça peut être remis en cause si demain on décide de rentrer pas dans un monde avec une sobriété carbone, mais avec une sobriété énergétique tout court. Et ce monde-là, s'il y a une sobriété énergétique, ça va de pair avec une sobriété économique. Donc c'est une alternative qui est plausible. Bien, merci. J'ai une autre question de Sébastien Bayle. L'optimum économique, l'optimum social, mais quid de l'optimum environnemental? La Convention citoyenne propose des mesures qui, si elles passent, changent beaucoup le paysage industriel. Alors, nous, dans notre, on a fait un regroupement social qui était de dire environnement, souveraineté et santé, tous ces sujets-là. On avait fait un seul. Bien sûr que ça n'exclut absolument pas l'optimum environnemental. Mais la réponse que j'ai envie de faire, c'est ce sera à nous, citoyens, de mettre la pression sur les politiques qui puissent mettre ensuite la pression sur les industriels pour que les choses avancent. Donc, ça vient d'abord de nous. Alors, j'ai une autre question de Jean-François Périnel, donc qui concerne les startups. Si certaines startups sont devenues vieux monde, ne peut-on estimer que d'autres sont porteuses de solutions pour le monde d'après et que de nouvelles devront émerger pour traiter les nouveaux défis? Enfin, et bien évidemment, on s'est permis de donner une pique avec Eric sur la partie start-up pour quelque part alerter sur le fait qu'il y avait beaucoup d'effets de mode. Les startups sont des très vieux sujets. Moi, j'ai commencé à travailler il y a presque 20 ans. Les startups étaient déjà un sujet qu'on avait dans le domaine de l'innovation stratégique et dans le domaine de l'industrie. Il y a un emballement aujourd'hui. Chaque région en France, chaque État en Europe, chaque pays dans le monde veut avoir son programme pour faire émerger des startups. Ça a du bon, bien évidemment, mais on voulait signaler aussi que les startups, faut pas oublier que la plupart vont faire faillite au bout de très peu de temps, que la plupart ont pas de clients, ont pas de business model solide, et la crise révèle cette fragilité-là qui était connue, mais là, elle est exposée crûment, on va dire. Elle est exposée plus crûment. Donc c'est ça qu'on voulait dire. Loin de nous l'idée de dire que les startups sont pas pourvoyeuses de solutions géniales et n'ont pas de gros potentiel à l'avenir. Très bien. La question suivante, Elina Machefer, qui demande, pour ces nouvelles technologies que nous ne connaissons pas, quelles pistes, quelles organisations pour les trouver, les développer? Alors là, on pourrait répondre que ces innovations, ces innovations ou ces progrès passeront par plus de recherche. Donc, ça va à voir si les États européens décideront de mettre autant d'argent dans la recherche que le font actuellement les États-Unis et la Chine. Quand on voit les annonces qui sont faites en plusieurs milliards par les Chinois pour avoir
des champions industriels. Et maintenant, par les Américains, se pose la question, est-ce que l'Europe va faire de même? Bien, merci. Donc, Maxime Gougy demande, en termes de technologie, il y a de plus en plus de réussites issues de l'open source. Or, ce n'est pas du tout dans l'ADN du CEA. Est-ce que finalement, ce serait le moment de prendre ce virage pour ce monde d'après? Alors, ce n'est pas vrai que ce n'est pas dans l'ADN du CEA. Nous avons plusieurs gros projets de recherche qui sont totalement open source. Ça pose la question comment les valoriser, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le CEA est quelque part sponsorisé par l'État, mais je ne sais plus à quel pourcentage, on est aussi dépendant des contrats industriels. Donc, il y a une réflexion qui est déjà menée au sein du CEA de savoir comment savoir valoriser l'open source. Et oui, on a pu aussi voir avec les attaques, les cyber-attaques, les systèmes qui résistaient souvent le mieux étaient des systèmes open source. Et donc, le CEA travaille beaucoup sur la cybersécurité. Et donc, oui, bien sûr, l'open source est plus que jamais d'actualité. J'ai Fabien Perdu qui pose la question suivante. Faut-il vraiment se réjouir que les deux principaux secteurs dans lesquels l'argent a été massivement injecté sont les plus polluants? L'automobile, l'aviation. Merci Fabien de ta question. C'est une question qui est un peu piège et quelque part, moi, j'ai sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, une position qui est de pas stigmatiser un secteur plus qu'un autre, parce que je trouve qu'en faisant ça, quelque part, on se trompe de combat. Est-ce qu'il fallait plus subventionner l'automobile et l'aéronautique? Est-ce qu'il fallait donner plus d'argent de l'État dans ces secteurs-là que d'argent, par exemple, pour la revalorisation des salaires des gens qui ont travaillé dans les hôpitaux pendant la crise? On peut se poser la question. Hein. Je crois qu'il y a 5 milliards d'euros à peu près qui sont donnés pour la santé, qui ont été annoncés par l'État. Et de mémoire, les plans, ils sont aux alentours de 8 ou 10 milliards pour l'aéronautique et l'automobile. Donc d'un côté, non. Après, est-ce qu'il faut dézinguer le secteur aéronautique, qui est aussi un secteur dans lequel il y a des enjeux de souveraineté qui sont très forts? J'ai pas la réponse à ça, et je crois qu'il faut garder la tête froide et pas tomber dans des réponses simplistes ou des analyses simplistes. Mais en tout cas, la question vaut d'être posée. Il faut l'affronter droit dans les yeux. Très bien, merci. Alors, juste une petite anecdote. Imaginons qu'on soit navré qu'il y ait des plans de soutien à l'industrie automobile et à l'industrie aéronautique qui, par ailleurs, sont, je rappelle, il n'y a pas très longtemps, le seul secteur de la balance commerciale française qui était excédentaire, c'était l'exportation des avions. Donc, on peut peut-être vouloir importer à fond du textile chinois ou du pétrole de je sais pas où. On peut aussi se poser la question si ça vaut pas le coup, même si c'est polluant, d'avoir 2-3 cartes dans notre jeu économique où on puisse faire un peu d'argent. Enfin bon, voilà, je m'arrête là. Mais c'est pour dire que il faut aussi savoir garder un peu de recul et garder la tête froide par rapport à tout ça. Merci Sébastien. Ainsi, voilà, mon idée m'est revenue. Pardon, c'est de dire que pendant la crise, en posant cette question-là, on peut se navrer du fait qu'on soutient l'industrie aéronautique et automobile, mais voyons aussi comment on a utilisé les uns et les autres en tant que personne ou en tant qu'entreprise tous les outils digitaux qui sont par ailleurs extrêmement polluants. Alors, on peut s'alarmer des émissions carbone ou des caractères polluants de l'automobile et de l'aéronautique à juste titre. Je ne sais pas si tout le monde a en tête l'impact environnemental et l'impact énergétique de toutes les technologies digitales, et ils sont colossaux. Donc il faut savoir aussi comparer les choses les unes par rapport aux autres à bon escient. Maintenant, une question de Marc Fernandez. Le monde de sobriété carbone va forcément être lié à une décroissance du PIB. Quid dans cette idée des technologies low-tech? Comment le CEA, force de frappe technologique, peut jouer un rôle dans le low-tech? Alors Marc, vous me faites vraiment très plaisir avec cette question. Le CEA m'a mandaté, moi et d'autres personnes, à travailler sur le concept de résilience technologique, qui pourrait être le sujet d'un autre Midi Minatech. Et donc, se pose la question effectivement des low-tech. Alors, notre vision, c'est que on peut très bien imaginer une ville low-tech, mais c'est un peu plus compliqué d'imaginer un Airbus low-tech. Et donc, notre vision, c'est plutôt de dire que il peut y avoir l'Opinel, mais il y a aussi besoin du scanner.
Et les deux sont à regarder, effectivement. On est un centre de recherche high-tech, mais aussi le low-tech peut s'intégrer dans une certaine démarche quand c'est nécessaire. Les courants de frugalité technologique, par exemple, sont des courants qui commencent à irriguer un certain nombre de départements de recherche au sein du CA. Donc effectivement, les deux valent le coup d'être regardés au niveau de la recherche. Ok. J'ai une question. Alors, ce sera peut-être la dernière, je ne sais pas, mais vous me direz quand est-ce qu'on arrête. J'ai une question de Gilles Grand. Pourquoi aller vers l'éolien et le solaire massivement si c'est pour augmenter l'extraction de gaz ou mettre des méthaniseurs partout? Au final, le bilan carbone ne sera-t-il pas négatif? En fait, quand on parle d'énergie, il faut comprendre que c'est un compromis. Donc, vous avez en fait une balance où il y a des choses qui sont positives pour chaque technologie et des choses négatives. Vous avez un mouvement écologique et des citoyens assez fort pour un rejet du nucléaire, parce qu'on a considéré que la balance était, on n'acceptait pas le risque et les déchets, c'est ce sujet-là, alors que maintenant on se rend compte que ça peut être très intéressant pour lutter contre le réchauffement climatique. De l'autre côté, vous avez les éoliennes, les panneaux solaires, la biomasse qui ont aussi des arguments très forts pour être positifs, mais ils ont l'inconvénient d'être totalement, pas pour tous, mais pas pour la biomasse, mais pour le solaire et l'éolien, d'être intermittents. Donc, il faudra toujours une solution de secours qui soit pilotable. Donc, côté batterie, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Côté nucléaire, on veut le réduire, donc les possibilités qui restent, elles sont pas nombreuses. Il y a l'hydraulique, mais on est déjà en saturation en France. Vous avez donc ensuite le gaz, et vous avez des mouvements écologiques et des partis écologiques belges qui ont accepté ce choix-là et qui ont dit oui, on préfère sortir du nucléaire et d'avoir du gaz, même si c'est momentanément, parce qu'ils pensent qu'on va trouver d'autres solutions dans 15-20 ans. Donc, la seule réponse que je peux vous faire, c'est quel est votre compromis à vous? Est-ce que vous voulez favoriser la sortie du nucléaire ou est-ce que c'est plutôt le climat qui est important pour vous? Bon, on va prendre une dernière question quand même si on a dépassé en temps. La question de Gérochène. Que penser de l'avion à hydrogène présenté récemment comme une réponse pour relancer le domaine aéronautique? Est-ce réaliste d'un point de vue économique et écologique? Avez-vous? Moi, j'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas les données pour répondre. Donc, j'ai pas énormément lu, j'ai quand même lu des choses dessus, mais pas énormément. Ça nécessite un redesign des avions, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir stocker tout cet hydrogène-là. Ensuite, d'un point de vue écologique, l'hydrogène est aujourd'hui produit à 95% d'origine d'hydrocarbures. Donc, se pose la question comment on produit de l'hydrogène de façon écologique. Donc, c'est le pari que fait l'Allemagne en investissant 9 milliards, en se disant qu'on va produire de l'hydrogène quand justement on a un surplus de production du solaire et de l'éolien. Mais on s'aperçoit que les systèmes d'électrolyse sont performants économiquement et techniquement quand vous avez beaucoup de puissance. Et donc, si vous avez se pose une vraie question là, de logique économique. Et là, c'est que mon avis personnel. L'Allemagne fait un choix qui va être assez compliqué. Très bien. Eh bien, écoutez, vous n'allez pas avoir les applaudissements, mais je pense que tout le monde va s'associer à moi pour vous remercier, Éric Bévillard et Sébastien Guinard, pour ce partage d'analyse que vous avez fait. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Merci beaucoup. Et tu voulais ajouter quelque chose? Je vous remercie. Voilà. Et moi, ce que je voulais vous dire aux auditeurs, c'est que je les remercie encore avec l'équipe Minatech, des Midi Minatech, d'avoir participé à cet exercice un petit peu particulier des Midi Minatech qui nous a empêché d'avoir l'interaction en direct, mais c'était mieux que rien. Et puis, on vous donne rendez-vous, on espère en septembre,
si tout va bien. Alors, à bientôt. Plein de questions, du coup. C'est chouette. Plein de questions. Ouais. We don't even give a damn.